Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée à l'avenir de l'unité économique et sociale. Je suis Lydie Doxer, maître de conférence HDR à l'université Paris-Panthéon-Assas. Aujourd'hui, c'est le troisième volet de la série de vidéos proposée par Planète Sociale, qui est un cercle de réflexion en droit social. Cette série de vidéos s'inscrit dans le prolongement de la publication chez LexisNexis d'un ouvrage collectif intitulé « L'unité économique et sociale », rédigé sous la direction du professeur Bernard Tessier. Quelques mots sur l'unité économique et sociale. Elle a pour origine la volonté de la Cour de cassation de mettre un terme à des pratiques frauduleuses de certains chefs d'entreprise qui, pour s'évincer de la mise en œuvre d'obligations légales subordonnées au franchissement de seuil, notamment en matière de représentation du personnel, procédaient par découpage de leur entreprise en plusieurs entités juridiques autonomes. Aujourd'hui, il n'est plus possible de réduire l'unité économique et sociale à un simple instrument de lutte contre des pratiques frauduleuses. L'US, c'est un réseau de sociétés homogènes économiquement et socialement. C'est un ensemble social et économique unique. L'US est assimilé à l'entreprise. Sa vie à l'US est susceptible d'être affectée par divers événements qui peuvent ou non emporter sa disparition. Alors aujourd'hui, pour vous parler de l'avenir de l'US, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Philippe Coursier, maître de conférence à l'université Paris-Cité, et Michael Dalande, docteur en droit, avocat associé au sein du cabinet Advent Altana. Pourquoi se poser la question de l'avenir de l'US? En effet, existe-t-il, Michael, des évolutions possibles de l'US une fois que celle-ci a été reconnue, que ce soit par voie conventionnelle ou par voie judiciaire? Absolument. Alors d'abord, il y a deux choses à rappeler. La première chose qui est assez importante, c'est que l'US, elle n'est pas créée par les partenaires sociaux ou le juge, elle est reconnue. Et elle est reconnue à un instant T dans son principe et dans son périmètre. La deuxième chose qui en découle, c'est que c'est une notion par essence évolutive, de sorte que la question de son existence ou de son périmètre va se poser à minima lors de chaque cycle électoral. S'agissant des évolutions, elles sont de trois types. La première évolution, la plus simple, le maintien. L'US, elle subsiste et son périmètre est totalement maintenu. Si aucun événement n'intervient pendant le cycle électoral, il n'y a aucune raison que celle-ci soit impactée d'une quelconque manière. Et puis, lors des discussions qui vont précéder la mise en œuvre d'un nouveau cycle électoral, les partenaires sociaux peuvent faire le constat que les choses fonctionnent bien et ne pas toucher à la structure de l'US. Deuxième évolution possible, l'US, elle est transformée. Alors, elle peut être transformée en cours de cycle. On peut imaginer que les sociétés qui font partie de l'US, l'une est vendue, il y a des fusions entre les sociétés qui peuvent amener un impact direct sur son périmètre. Autre situation, de nouveau, juste avant l'organisation des élections préludes à un nouveau cycle électoral, les partenaires sociaux considèrent qu'il faut faire évoluer le périmètre en agrégeant une nouvelle société, plusieurs sociétés, ou au contraire en retranchant, parce qu'on va considérer que les conditions ne sont plus réunies. Dernière possibilité d'évolution, sa disparition. On va prendre deux exemples. Une US composée de deux sociétés, les deux sociétés fusionnent. Il n'y a plus le premier critère de l'unité économique et sociale, qui est l'existence de deux sociétés distinctes. Il n'y en a plus qu'une. L'US disparaît. Autre possibilité, une société est cédée, elle sort du groupe, de sorte qu'il n'y a plus d'unité économique, la direction n'est plus la même, et puis il y aura très rapidement, vraisemblablement, une dislocation de la communauté humaine, des travailleurs de l'unité sociale. L'US disparaîtra également. Merci beaucoup, Michael. Vous avez parlé du groupe. Justement, Philippe, nous pouvons nous interroger sur l'incidence de la création d'un groupe alors qu'une US existe déjà, ou alors si des sociétés de l'US intègrent
un groupe. En effet, la Cour de cassation a admis qu'une US puisse être instituée au sein d'un groupe. Quelle est votre analyse sur cette question avec la présence d'une US et d'un groupe ? Alors c'est presque l'inversion de la question. C'est-à-dire que finalement, se poser la question de l'évolution de l'UES, c'est indirectement se poser la question d'une évolution de l'environnement au sein duquel cette UES a pu être à un moment donné reconnue par un juge ou actée par les partenaires sociaux. Donc il est évident que l'UES peut être plus que n'importe quelle autre institution est particulièrement sensible à une évolution de son environnement. Et à ce titre-là, on sait bien que le monde des entreprises aujourd'hui est en pleine ébullition, en pleine évolution, comme il a toujours été. Peut-être qu'aujourd'hui, simplement, ça se fait à un rythme davantage accéléré, et où cette notion de groupe, d'appartenance à un groupe, ou peut-être, comme l'envisageait tout à l'heure Michael, de quitter le groupe, une société qui est amenée à quitter le groupe parce que le groupe se recentre, par exemple, sur son cœur de métier, son cœur d'activité, et donc, du même coup, se sépare d'un certain nombre de sociétés, ces types d'opérations vont nécessairement avoir un impact sur l'UES. Alors, peut-être pas, attention, un impact immédiat, un impact instantané, puisque, bien évidemment, il faudra acter à un moment donné de ce que les conditions qui prévalaient à la reconnaissance, soit judiciaire, soit conventionnelle de l'UES, ne sont plus présentes, n'existent plus, pour qu'à ce moment-là, effectivement, on prenne acte de cette évolution et donc des conséquences que cela doit avoir, éventuellement, en redéfinissant les contours du périmètre de la nouvelle UES telle qu'elle résulte de la nouvelle réorganisation du groupe, soit peut-être à ce moment-là de la disparition, Michael l'évoquait tout à l'heure, de deux sociétés qui fusionnent, et au même cas, à ce moment-là, les institutions représentatives de la seule société se trouvant en présence font double emploi avec celle de l'UES, et donc de ce point de vue-là, il y aura carrément une disparition à terme actée de l'UES. Ce qui est intéressant, c'est que l'UES, en fait, c'est une fiction, on le sait, création des juges, mais c'est une fiction qui vise à rejoindre vraiment une réalité, à créer une réalité au plus proche du terrain et des évolutions des sociétés et des groupes auxquels elles appartiennent. Alors justement, sur cette évolution et sur ceux qui vont aussi transcrire l'évolution par rapport à l'avenir de l'UES, il y a les partenaires sociaux, et il y a le juge Michael. Comment, dans ce cadre, les partenaires sociaux et le juge qui auront préalablement reconnu l'unité économique et sociale vont prendre acte de l'évolution, soit du périmètre, voire même de la disparition de l'unité économique et sociale? Alors d'abord sur les partenaires sociaux qui ont la part belle vraiment s'agissant de l'UES, puisque, il faut le rappeler, l'UES fait l'objet de jurisprudence, de décisions des tribunaux, particulièrement s'agissant des critères constitutifs de l'UES. Il y a eu énormément de décisions sur le point. Il y en a beaucoup moins s'agissant de l'évolution, de la disparition de l'UES. De sorte que les partenaires sociaux se sont réellement emparés de la notion et on peut voir des accords tout à fait intéressants sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Puisqu'on parle d'accords, quel type d'accords on conclut? D'abord, ce sont des accords de droit commun, conclus par les syndicats représentatifs au niveau du périmètre de l'unité économique et sociale. Et s'agissant de leur nature, on a pu s'interroger, est-ce que c'est un accord de groupe ou un accord interentreprise? Il y a des décisions récentes qui ont considéré que c'était un accord interentreprise, tout du moins s'agissant de la reconnaissance de l'UES. S'agissant de sa modification, est-ce que ça redevient un accord d'entreprise? C'est un sujet qui anime les tribunaux et puis également la doctrine. Deuxième point, la durée. Est-ce qu'on retient un accord à durée déterminée qui va prendre fin au moment où les mandats du cycle en cours vont expirer, ou au contraire un accord à durée indéterminée? Mais qu'est-ce qu'un accord indéterminé s'agissant d'une notion qui est nécessairement rediscutée à l'occasion de chaque cycle électoral? C'est une possibilité, mais évidemment elle a ses limites. Le timing ensuite, à quel moment est-ce qu'on en parle? Nécessairement juste avant ou concomitamment à la négociation du protocole préélectoral, puisqu'à partir du moment où on parle de collèges électoraux, de répartition des salariés, si on envisage de modifier une unité économique et sociale, c'est la première chose à faire avant de rentrer dans un niveau de détail plus important. Donc c'est important que les discussions sur l'UES soient traitées en amont, surtout quand on connaît les délais qu'il faut respecter pour renouveler les mandats des représentants du personnel. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les accords que les entreprises, les membres d'unité économique et sociale,
essaie d'anticiper au maximum les entrées et les sorties de sociétés du périmètre de l'unité économique et sociale pour éviter les difficultés, traiter en amont les choses pour que ça se passe bien, que ce soit en cours de cycle ou à l'occasion du renouvellement des mandats. Le juge maintenant, donc je vous disais que son rôle était assez résiduel, on le sait. Ce qu'il faut noter, ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie qui demande la modification du périmètre ou de constater sa disparition, qui doit apporter la preuve de ce que l'UES elle a été modifiée par un événement suffisamment important pour modifier le périmètre ou remettre en cause son existence. Et cette répartition assez particulière, assez lourde sur le demandeur de la charge de la preuve, est une forme de garantie de la pérennité des UES qui a été bien comprise par les juges. Dernier point, s'agissant alors le rôle, pour le coup, est partagé entre les partenaires sociaux et les juges, les établissements distincts. C'est un sujet intéressant parce que quand on imagine une unité économique et sociale, on part du principe que dès lors qu'il y a une unité sociale, il ne devrait y avoir qu'un seul comité. Or, on le sait, il y a des UES qui sont assez importantes avec un certain nombre de sociétés et peut se poser la question de savoir si l'UES comprend elle-même des établissements distincts. Par accord, on est extrêmement libre, les partenaires sociaux sont très libres. En revanche, s'il n'y a pas d'accord, le juge devra statuer comme il le fait pour une entreprise classique, c'est-à-dire en allant rechercher l'autonomie du chef d'établissement, en particulier s'agissant de la gestion du personnel. Et à défaut d'accord, l'administration tranchera et le juge judiciaire également en cas de contentieux. Vous avez évoqué l'importance de la représentation collective comme critère et comme, disons, variable d'ajustement pour les accords collectifs, pour se poser la question du rôle des partenaires sociaux pour discuter et envisager de l'avenir de l'US. Justement, Philippe, par rapport au mode d'organisation de la représentation collective au sein des groupes, et les groupes en plus sont en expansion, il y a un véritable développement des groupes, est-ce que ce développement du groupe de société peut porter ombrage au devenir de l'US et peut finalement porter atteinte à l'avenir de l'US? Alors, dans le prolongement de ce que vient de nous expliquer Michael, je crois qu'il faut bien acter de ce que les tribunaux veillent, à travers le développement de leur jurisprudence, à donner un caractère extrêmement pratique, extrêmement adapté de l'UES, quelle que soit la situation finalement qu'elle rencontre. Et de ce point de vue-là, il y a toute une série de jurisprudences développées dans le cadre des groupes, dans le cadre des relations professionnelles de travail des groupes, qui sont relativement intéressantes. C'est poser la question, par exemple, de savoir si une société simplement holding avait la possibilité de participer d'une US ou d'être considérée comme entrant dans le périmètre de l'UES, alors même qu'elle ne développe pas en elle-même une activité qui pourrait être considérée comme complémentaire de celle des autres activités du groupe. Les tribunaux l'ont admis. De la même façon, c'est poser la question de savoir si un établissement sans salariés pouvait être intégré et considéré comme partie prenante à l'UES, où la réponse, là encore, est positive, de manière précisément à faire primer la réalité du groupe dans sa dimension à la fois tout autant sociale que économique, où là on voit bien que le côté économique a tendance à primer, donc c'est le social au soutien de l'économique, avec une vision extrêmement pragmatique, extrêmement réaliste des juges. De la même façon, dans le cadre des groupes, alors même que généralement on n'admet pas l'intégration d'un simple établissement distinct comme pouvant participer d'une UES, puisque nous savons que l'UES ne peut être reconnue en principe qu'au regard d'entités juridiquement distinctes, comme autant de personnes morales, composant effectivement, constituant cette UES. Dans le cas spécifique du groupe, on a admis que la primauté de l'existence d'un groupe, dans sa dimension économique préconfigurée, permettait à ce moment-là de faire exception à la règle et de permettre qu'un simple établissement puisse intégrer l'UES, être partie prenante à l'UES sans que cela ne soit contraire à l'état du droit positif. Donc là, on voit bien qu'il y a une approche extrêmement pragmatique de la part des tribunaux et qui, de ce point de vue-là, correspond bien à l'attente
indépendante des groupes et correspondant bien à cette réalité. Donc tant que l'UES sera adapté par les tribunaux finalement à ce dimensionnement des activités économiques et des agents économiques au niveau des groupes, il n'y a pas lieu, de ce point de vue-là, je pense, pour cette raison-là, à craindre pour l'UES. Dernière réflexion enfin, il y a néanmoins une petite particularité liée au groupe, qui est tout simplement que le groupe est, puisqu'il est constitué en groupe économique, bien évidemment, sa hiérarchie est extrêmement structurée. Et donc, il y a bien évidemment dans les entreprises qui appartiennent à des groupes, une présence centrée de l'exercice directif, du pouvoir de direction, tout à fait. J'allais dire le pouvoir patronal, mais c'est un peu vieillot, hein, c'est d'une autre France. Mais effectivement, dans son pouvoir de direction, on voit que les choses sont assez centrées. Et du même coup, là, il y a effectivement une spécificité, une relation. Et donc, si évolution il y a, Michael l'évoquait tout à l'heure en disant ce sont peut-être les partenaires sociaux eux-mêmes qui, voyant l'environnement économique évoluer, voyant les sociétés appartenant à l'UES évoluer, voient à ce moment-là, expriment un désir de voir l'UES elle-même évoluer. Alors que là, dans le groupe, peut-être que très souvent, la situation va partir d'en haut parce qu'on a un vrai projet de groupe, parce qu'on a une vraie politique de groupe. On va impulser à ce moment-là des demandes de révision du périmètre ou de modification, peut-être même de disparition de l'UES, directement de la part de la direction du groupe. En cas d'évolution, mais aussi de façon plus tragique pour ce qui a été institué en cas de disparition de l'unité économique et sociale, quels vont être les effets ? Alors, par exemple, sur la représentation collective, je pense aussi à la négociation collective. Pour d'autres sociétés, comme on sait que s'il y a une communauté de travail et de travailleurs soumis à un même statut social, des mêmes conditions, on peut avoir une permutabilité. S'il y a disparition de l'US, que deviennent finalement les sociétés juridiquement distinctes et tout ce qui a été pensé en termes de communauté de travail, de représentation du personnel et peut-être aussi finalement sur le terrain des relations individuelles parce qu'on sait que finalement c'est un vaste champ l'US et y compris pour les relations individuelles parce qu'un PSE peut être en effet organisé au niveau de l'US. Donc quels pourraient être les effets que vous identifiez qui sont véritablement significatifs de l'évolution et surtout de la disparition de l'unité économique et sociale? Oui, c'est vrai que quand on dit que l'US peut évoluer ou disparaître, en fait, au fond, c'est un peu le drame, c'est qu'on n'a quasiment rien dit. Parce que derrière, les conséquences pratiques, elles sont assez considérables, avec beaucoup de questionnements. Alors, il y a de la jurisprudence sur le sujet, et puis également la liberté des partenaires sociaux, dans les limites, bien sûr, de la saisine d'un juge. La première conséquence collective, c'est sur les mandats. Qu'est-ce qu'il arrive aux mandats? Alors, en fonction de l'évolution de la disparition de l'US, la réponse sera différente. On peut considérer, ça a été jugé, que quand l'US disparaît, les mandats deviennent caducs. Ce qui n'est pas une notion, la caducité, si souvent mobilisée en droit du travail, mais ça a été jugé. On va considérer que les changements immédiats dans la représentation du personnel emportent caducité des mandats, lesquels ne prendront fin qu'à la date à laquelle les nouvelles élections professionnelles sur le nouveau périmètre se tiendront. Donc ça permet d'avancer rapidement et de coller encore une fois à la réalité qui est vraiment consubstantielle à l'UES, tout en maintenant des mandats suffisamment longtemps pour que les salariés ne soient pas privés d'une représentation. Autre hypothèse, une société est transférée et elle sort du périmètre de l'UES. Est-ce que les mandats sont maintenus ou ils disparaissent? Réponse, ça dépend de la situation. Ils peuvent être maintenus si l'entité transférée est considérée comme un établissement distinct. Imaginons qu'on ait un CSE d'établissement au sein d'une UES. La société est transférée, ce CSE d'établissement pourra devenir un CSE d'entreprise dès lors qu'il y a le maintien d'une certaine forme d'autonomie. Si tel n'est pas le cas, les mandats prendront fin, comme le prévoit le Code du travail, classiquement s'agissant des entreprises, sans même parler de l'unité économique et sociale. Le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est la représentativité. Là, il y a la jurisprudence qui a très bien cadré les choses. C'est la stabilité, la représentativité pendant un cycle électoral. Quoi qu'il arrive, la représentativité qui est arrêtée au début de cycle n'est pas impactée par la vie des affaires, la vie des groupes. Et donc, le cycle, la représentativité sera maintenue jusqu'à la fin du cycle, ce qui est une sécurité au-delà d'une simplicité de gestion pour les entreprises et les organisations syndicales. S'agissant maintenant des accords d'entreprise, là encore, tout dépend des situations qu'on peut rencontrer. Si une entreprise sort de l'unité économique et sociale, il y aura une mise en cause, comme prévu par le Code du travail, des accords.
qui s'appliquaient à elle parce que c'était des accords d'UES. Elle sort de l'UES, mise en cause des accords d'UES, elle n'en bénéficiera plus, passé le préavis, la période de survie. Si en revanche, cette société qui sort du périmètre avait ses propres accords d'entreprise ou d'établissement, il n'y a aucune raison que la sortie de l'UES les impacte et donc les accords seront évidemment maintenus. S'agissant maintenant des entreprises entrantes, le groupe s'agrandit et la question se pose de l'intégration d'une nouvelle société dans le périmètre de l'unité économique et sociale. Là, les accords sont assez variés sur le sujet, mais on peut très bien prévoir que les accords de l'UES ne s'appliqueront à la société entrante que suite à la signature d'un avenant de révision, simplement parce qu'en fonction de la taille, de l'importance et de la culture d'entreprise de la société entrante, ça peut nécessiter des discussions et il pourrait être inopportun d'appliquer immédiatement à une nouvelle société des accords qui ont été conçus pour un périmètre qui était bien différent. Voilà pour les conséquences collectives à grands traits. Conséquences individuelles, elles sont plus réduites, évidemment, parce que l'UES est un outil collectif par essence. Qu'est-ce qu'on peut relever au niveau individuel ? Alors d'abord, le principe d'égalité de traitement, on le sait, il ne s'applique pas en matière d'UES, sauf exception telle que le rassemblement de l'ensemble des membres de l'UES dans un même et seul bâtiment, un seul et même plateau. Donc, l'entrée et la sortie n'auront pas d'impact réellement sur ce principe qui est quand même assez important dans du travail. Et également, on sait, les juges ont considéré que le salarié qui est sous le coup d'une procédure de licenciement, par exemple, a la possibilité de se faire assister par l'un quelconque des salariés membres d'une société de l'UES. Si l'UES évolue ou disparaît, ça aura une incidence sur la capacité du salarié à se faire assister dans le périmètre de l'assistance. Ça pourrait être réduit uniquement à son employeur si la société redevient indépendante d'un point de vue social. La question que j'ai soulevée et posée à Mickaël revêt peut-être une singularité lorsqu'on envisage la cohabitation d'une US avec un groupe. Est-ce que le destin de l'US et du groupe sont liés, à votre avis, Philippe ? Le destin, lorsqu'ils cohabitent, c'est-à-dire que lorsqu'effectivement on se trouve dans une configuration où, malgré l'existence d'un groupe avec peut-être des institutions qui sont représentatives du personnel, qui sont propres à chacune de ces entités composites, ou même du groupe lui-même, un juge a trouvé opportun de reconnaître une ES, où les partenaires sociaux ont eux-mêmes fait le choix, effectivement, de faire cohabiter les deux concepts, les deux notions. Donc il faut déjà être dans cette configuration. Je pense qu'il n'y a pas de particularité, c'est-à-dire que l'éventail des difficultés qu'a pu évoquer Mickaël et qu'il a présenté il y a quelques instants de manière très complète, se pose avec la même sensibilité, se pose avec les mêmes sensibilités juridiques, que l'on soit dans le cadre d'un groupe juridiquement constitué ou que l'on soit effectivement dans une simple UES d'entité qui ne constitue pas en elle-même un groupe autre que par le canal de l'UES. Puisque très souvent, on emploie le mot UES et on a tendance à disqualifier l'UES, à dire bah oui, il y a UES, donc il y a un groupe. Bon, c'est le groupe au sens social, l'UES, finalement. Et donc là, on voit bien qu'il y a parfois une confusion des genres. Non, les thématiques sont les mêmes, les problématiques sont les mêmes et les solutions qui apportent la jurisprudence, de ce point de vue-là, sont sensiblement les mêmes. Alors peut-être qu'il y a néanmoins deux particularités que je me permettrai simplement ici de souligner, de simplement évoquer. Nous n'avons pas, mais bien évidemment, matériellement le temps de les traiter. Mais c'est d'abord lorsque le groupe a une dimension transnationale. Parce que là, bien évidemment, le fait que le groupe ait une dimension transnationale amène à avoir un certain nombre de ces entités relevant de territoires juridiques différents, donc de systèmes juridiques différents. Et donc, il peut y avoir, de ce point de vue-là, des questions de conflit de loi qui se posent, de lois applicables qui se posent et qui font que, juridiquement, au regard à terme de la loi applicable à telle entité, au regard de sa représentation collective du personnel, ou dans le litige individuel qui peut opposer telle entité à tel salarié dans ses modalités procédurales de licenciement ou autre, ben,
on peut faire appel à une autre loi que la loi française. Et donc, au final, la réponse, par le truchement d'une loi étrangère, pourra être quelque peu différente. Mais, bon, mais vous me direz que de ce point de vue-là, ça ne tient pas à une particularité autre que l'extranéité, hein, et qui n'a pas besoin ni d'UES ni de groupe pour, quelquefois, trouver à s'exprimer chez les employeurs. Hein. En revanche, seconde peut-être particularité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le fait que le groupe soit juridiquement structuré et donc comprenne des structures de groupe. Bien évidemment, lorsque va se poser ou va se profiler à l'horizon un questionnement sur l'avenir de l'UES, sur son périmètre, sur son éventuellement à terme sa disparition, le groupe va anticiper. C'est-à-dire que le groupe va effectivement tâcher d'accompagner cette dimension-là et donc va bien évidemment faire ce qu'il faut pour se rapprocher des instances représentatives du personnel, des organisations syndicales, partenaires sociaux de chacune des entités au sein du groupe, pour distiller effectivement une stratégie de groupe qui, de ce point de vue-là, va amener à lisser. Alors, je ne dis pas que ça résout forcément les difficultés, qu'il n'y a pas de difficultés à cet égard-là au sein des groupes. Mais quelque part, on les aura peut-être mieux anticipés du fait, effectivement, d'une vision plus élevée au niveau du groupe et d'une stratégie de groupe. À travers vos interventions respectives, transparaît peut-être une dernière question que je vous poserai à tous les deux sur la personnalité juridique de l'UES. Elle en est dépourvue, c'est une addition de sociétés, d'entités juridiquement distinctes, même si on admet en effet qu'il puisse y avoir des entités non pourvues de personnalité morale. Le groupe est doté de la personnalité juridique. L'UES en est dépourvu. Pensez-vous qu'il faudrait, pour le maintien et, j'ai envie de vous dire, la prospérité de l'UES, lui attribuer la personnalité juridique, d'autant que finalement, c'est un espace où il y a de l'expression collective. Donc si on reprend une ancienne définition pour la personnalité juridique attribuée à l'époque aux établissements, on pourrait peut-être s'interroger en effet sur le bien fondé ou non d'attribuer à l'UES la personnalité juridique. Qu'en pensez-vous ? Vaste sujet. On est reparti pour 2 heures, là. Ce que l'on peut rappeler, c'est que l'UES, elle a maintenant 50 ans, plus de 50 ans de jurisprudence derrière elle, avec un régime qui s'est conçu progressivement. Hein. C'est un instrument de lutte contre les fraudes. Et maintenant, on voit bien que les entreprises en font un outil de gestion. Et quand je dis les entreprises, ce sont les directions et les syndicats, bref, les partenaires sociaux, un outil de gestion sociale au plus près des réalités, de sorte qu'on a un régime qui aujourd'hui est stable. Alors il y a encore des questions qui se posent. Néanmoins, reconnaître la personnalité juridique à l'unité économique et sociale nous amènerait à d'autres difficultés, d'autres questions qui pourraient remettre en cause cette stabilité. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait être parti pour 2 heures de débat parce que c'est une question qui, bien évidemment, est très difficile à y répondre en quelques secondes d'antenne que nous avons. Mais néanmoins, j'y vois pour ma part 2 difficultés. La première, c'est que, bien évidemment, si on reconnaît la personnalité juridique à l'UES, il faut lui reconnaître un patrimoine, puisqu'il ne peut pas y avoir de personnalité juridique sans patrimoine. Donc va se poser nécessairement la question de la constitution, dans un premier temps, de ce patrimoine, de la préservation et de la gestion de ce patrimoine, et à terme, dans le cas de disparition de l'UES, de la liquidation de ce patrimoine et de sa transmission. Vous voyez, bon, donc là, on rentre dans des méandres juridiques et derrière économiques, bien évidemment, puisque s'il y a patrimoine, il faut le nourrir. Donc, quelque part, il y aura bien sûr une valeur économique à ce patrimoine. Donc, on est véritablement là devant une vraie question. Et puis, la seconde réflexion que j'ai, c'est que, ayant plus particulièrement travaillé sur le chapitre relatif au groupe et à la cohabitation de l'UES avec le groupe, alors là, il y a un vrai danger. C'est-à-dire qu'on a bien vu tout à l'heure que lorsqu'il y a cohabitation entre une UES et un groupe, il y a bien évidemment là un groupe qui cherche avant tout à garder la main et une direction de groupe qui cherche à anticiper et à maîtriser et à contrôler quelque part l'outil UES qui permet
à trouver aux organisations syndicales, avec l'aide des organisations syndicales, à la collectivité des salariés, permettre de trouver à la collectivité des salariés, d'offrir à la collectivité des salariés un cadre d'épanouissement à travers des instances représentatives qui, elles, ont la personnalité juridique. Et là, ça n'est pas discuté, ça n'est pas notre question. Et donc, on voit bien que là, reconnaître, alors que l'outil, et Michael le disait très bien, est aujourd'hui parfaitement maîtrisé, même si des questions juridiques demeurent, mais avec le droit, il y a toujours des questions, et c'est pour ça qu'il y a des avocats, qu'il y a des professeurs de droit. Et donc, on a effectivement là un outil qui est aujourd'hui maîtrisé, et je crois que ce serait davantage source de complexité que de simplification, que de vouloir instaurer la personnalité juridique à l'UES ou reconnaître la personnalité juridique à l'UES, particulièrement dans l'hypothèse d'une cohabitation avec un groupe. Je tiens chaleureusement à vous remercier, Philippe Coursier et Michael Dalande, pour vos interventions. Si vous voulez en savoir plus sur la reconnaissance, la vie et le devenir de l'UES, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont proposés à l'issue de cette vidéo. Merci encore beaucoup, Philippe Coursier et Michael Dalande. Merci.